Donc, ce qu'on veut, c'est surtout avoir un parcours numérique simple. Donc, on veut surtout pas avoir la photo de gauche, quoi. Quand on utilise un produit web, on veut pas que ça soit complètement un casse-tête, qu'on se pose des questions, qu'on se dise mais pourquoi on a mis ce bouton-là, pourquoi je peux pas cliquer, pourquoi je peux pas remplir ce formulaire. Donc nous, en tant qu'entreprise, en tant que salarié, notre job, ça va être de vraiment guider ces utilisateurs à travers le numérique et du coup de les amener dans une direction simplifiée. Il ne sait pas encore trop où il doit aller, mais il sait qu'il doit aller tout droit. Et ça correspond vraiment à la photo numéro 2. Tout ça, ça va être possible grâce en fait à l'UX et à l'UI design et surtout à l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, elle se joue sur 3 piliers aujourd'hui. Elle se joue en fait sur les besoins utilisateurs qu'on a identifiés. Il faut qu'elle soit aussi en accordance avec les objectifs de l'entreprise. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes toute seule à avoir une idée et que votre entreprise ou que les objectifs de l'entreprise ne sont pas en accord, ça ne va pas forcément fonctionner. Et surtout, il faut que vous ayez en tête les contraintes techniques qui vont avec quand vous allez déployer un produit. C'est ces 3 éléments qui font en fait et qui vont faire qu'une expérience utilisateur elle est complètement réussie. Donc là, on a compris un peu la vision entreprise, à quoi ça sert, l'UX et l'UI design, mais surtout maintenant pourquoi on dit que c'est une compétence assez recherchée aujourd'hui dans le monde du travail. Tout simplement parce que une personne qui a ces compétences du UX et du design, ça veut dire qu'elle est capable de comprendre vraiment les besoins utilisateurs. Elle est capable de faire preuve d'empathie, elle est capable de designer un produit web, un prototype, ce qu'on appelle un prototype. Donc un prototype, c'est une version non codée en fait d'une maquette graphique qui va complètement correspondre en fait au produit qui sera développé dans un second temps. Donc ça va nous permettre de tester un petit peu l'application. On aura l'occasion d'en reparler là pendant l'heure. Mais voilà, surtout une personne qui a ces compétences du X et du Y, c'est quelqu'un qui va connaître un petit peu les dessous d'une application. Elle va savoir comment on va en créer une. Elle aura bien compris les besoins utilisateurs. Elle va pouvoir aussi communiquer avec une équipe de développement, faire comprendre les besoins. Et elle va être aussi un petit peu en veille technologique sur les dernières tendances de design, les dernières tendances d'utilisation d'un PC, d'un ordi, d'un Mac, d'un iPhone, quelles sont un peu les dernières tendances technologiques. Et tout ça, c'est une compétence qui est hyper recherchée aujourd'hui. J'aime bien donner un exemple très concret, mais imaginez, vous avez, voilà, vous bossez pour une boîte et vous venez d'arriver dans une structure. Et en fait, quand on arrive dans une structure, c'est la période, le premier mois où on pose plein de questions, on est assez curieux, on veut comprendre un petit peu comment ça marche. Et du coup, c'est souvent le premier mois aussi où on se rend compte de ce qui marche et ce qui marche pas, et du coup des possibilités d'amélioration. Et souvent, on a envie de proposer des idées parce que on vient d'arriver, on est hyper content, enfin, on a envie d'aller plus loin. Et donc, quand ça touche le web, c'est parfois un peu difficile en fait de se dire ok, j'ai une idée, mais en fait, je sais pas trop à quoi ça doit ressembler, je sais pas trop comment la proposer. Et tout simplement, si vous savez en fait créer une application, enfin designer une application, vous pouvez dire écoute, moi j'ai une idée, laisse-moi une journée pour mettre à plat cette idée, essayer de prototyper, de designer cette idée. Et après, ça nous permettra d'aller voir des utilisateurs, de pouvoir tester ensemble et de voir si vraiment il y a un besoin et si on va aller plus loin. Et ça, c'est hyper, moi, je trouve ça hyper intéressant de dire, je peux passer d'une idée à presque un produit finalisé en 1, 2, 3, 4 jours, donc très, très rapidement. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui n'ont pas encore cette vision, en fait, un petit peu agile de méthodologie de projet. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un petit peu un cycle en V quand on a une gestion de projet. Donc, oui, OK, on a détecté une idée. Ensuite, on va aller demander à la partie technique et à la partie métier leurs besoins. On va essayer de les regrouper. On va faire un cahier des charges. On va écrire 30 pages, 40 pages, 50 pages, 60 pages. On va redemander des avis. On va remodifier le cahier des charges. Et en fait, on sait toujours pas ce qu'on veut quoi, à la fin. Et ça nous a pris 1 an. Et ça, c'est pas du tout la bonne manière sur des produits digitaux
comment on doit avancer. C'est pas du tout comme ça. Au contraire, on doit se dire, ok, j'ai une petite idée, j'ai quelque chose, vas-y, je te design quelque chose très rapidement, on va avoir des utilisateurs, on teste, on voit si ça fonctionne. Et en gros, en une semaine et demie, on a vu s'il y avait un besoin, quoi. Et on est hyper réactif sur le sujet. Et du coup, on peut avoir plein d'idées comme ça et on peut essayer d'être très interactif et d'agir en fait sur les besoins qu'on a identifiés. Donc, c'est une dynamique à prendre. C'est ce qu'on appelle un petit peu penser produit au wagon. Et du coup, ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un peu bizarre au début, mais ça fonctionne super bien. Je voulais comparer en fait deux cas concrets qu'on a tous dû utiliser, je pense, dans notre vie. On a peut-être vu dans nos stages, dans nos expériences pro, le logiciel SAP. Donc, le logiciel SAP, c'est un logiciel qui est très utilisé dans des entreprises aujourd'hui pour gérer des ressources, les plannings, de la compta, de la logistique, etc. Je sais pas vous, mais moi, en voyant un petit peu cette capture d'écran, je me dis, waouh, je sais pas trop sur quel endroit je vais cliquer, quoi. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on veut me faire faire, en fait, sur ce logiciel. Et c'est vrai que parfois, on est un peu perdu. Et là, en tant qu'utilisateur, même en tant qu'employé, pour moi, on a le droit à une bonne expérience utilisateur. On a le droit de se dire, OK, je me connecte tous les matins et j'ai trop envie d'utiliser SAP parce que c'est trop simple. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire dessus et, euh, et c'est bon, quoi. Et ça me facilite ma vie. Je sais qu'il y a eu des changements au niveau des SAP, ils se sont vachement améliorés. Ça, c'est une capture d'écran qui est peut-être un peu vieille, mais voilà un petit peu ce qu'on ne veut pas, quoi, en termes d'expérience. Et donc, qu'on soit au boulot ou qu'on soit à la maison et qu'on ait besoin de quelque chose, on a le droit à une bonne expérience utilisateur. Et c'est un peu ce que fait Deliveroo. On aime bien prendre cet exemple aussi au wagon. Je sais pas vous, mais déjà, c'est tout bête, hein, mais ils se sont adaptés pour le Covid. Contrairement à Uber Eats qui fonctionne pas trop, je crois, en ce moment. Deliveroo, vous arrivez sur la page d'accueil et vous avez nous sommes toujours là pour vous livrer. Les restaurants sont actuellement fermés au public, mais leur cuisine reste ouverte. C'est tout bête, mais ça montre que quand je vais sur le site, par rapport au contexte actuel, je peux utiliser le site internet. Il fonctionne, ça marche. Et ça, c'est des petites pensées qu'ils ont eues. Ils ont pensé produit, ils ont pensé utilisateur. Et pareil, quand on utilise Deliveroo, en 2-3 clics maximum, j'atteins en fait mon objectif. Je peux commander quelque chose à manger et je vais être livré chez moi. Donc, c'est une super expérience utilisateur. Hélène, n'hésite pas à me couper si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser dans la partie questions-réponses. Je ne veux pas trop que ça soit descendant. Je préfère qu'on ait une discussion. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Pour l'instant, pas de questions. N'hésitez pas dans le chat. Ouais. Donc, si on revient un petit peu à la genèse en fait de la création d'un produit, pour moi, ça part d'une idée. Ça part en fait quand on veut créer un produit, la première chose qu'on va faire, c'est on va imaginer quelque chose, on va avoir une idée. Je trouve ça hyper intéressant parce que une idée, ça peut être infini. On peut l'imaginer en fait vraiment à l'infini. On peut se dire, je mets une première fonctionnalité, je vais en mettre une autre, je vais en ajouter, je vais peut-être enlever celle-là parce que je la trouve pas très cohérente. Et ça, en fait, ça a pas de limite. Au contraire, enfin, vraiment. Et du coup, c'est hyper positif parce que du coup, on a le champ des possibles. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'on peut se dire qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et du coup, attendre 2 ans, 3 ans avant de lancer un produit. Et c'est pas du tout ce que je conseille. On en a déjà parlé, mais du coup, au contraire, ayez pas cette idée d'avoir le produit parfait parce qu'en fait, votre produit ne sera jamais parfait. Il y aura toujours une petite amélioration à mettre en place. Vous allez toujours avoir un petit retour qui vont vous dire moi j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Et si vous attendez en fait le produit qui correspond à 100% à vos besoins ou aux besoins utilisateurs, honnêtement jamais vous allez sortir. Et le temps entre le moment où vous avez identifié un besoin et le moment où vous sortez votre produit, en gros c'est mort quoi. Vous avez attendu 1 an ou 2 ans et du coup, le besoin initial n'est plus le produit, ne correspond plus du tout au produit que vous allez sortir à la fin.
Donc c'est pareil, c'est toujours dans l'idée d'être hyper réactif. Et du coup, comment on peut faire ça? Comment on peut contrer tous ces sujets? Tout simplement, en fait, en se disant, je reste à l'écoute du marché. J'ai toujours un peu une petite oreille comme ça, un petit peu ouverte et j'écoute ce qui se passe, je remarque les besoins, je vois voilà, quels sont vraiment les intérêts des personnes qui vont pouvoir utiliser mon produit. Concrètement, si on n'a pas, quand on a une idée, quand on veut lancer un produit, si on ne pense pas à 20 personnes comme ça là, dans notre tête qui vont utiliser notre produit, à qui on peut faire tester dans un premier temps et dans un second temps vendre, c'est que très probablement il n'y a pas d'intérêt et pour le produit quoi. Ça peut paraître un peu dur, mais honnêtement c'est vraiment la base quoi. Et ensuite, le meilleur moyen pour vérifier qu'il y a un véritable intérêt, c'est, comme on l'a dit, d'être à l'écoute du marché et des gens qui le composent. Donc ça va être le vrai travail d'un entrepreneur, d'un product owner, d'un product manager, même de tout salarié en fait dans une entreprise. Ça va être de détecter et de saisir les opportunités. Ça, c'est hyper important. OK, j'ai entendu quelque chose, maintenant, je vais actionner, quoi. Je vais faire quelque chose et je vais saisir cette opportunité. Et un super exemple pour ça, c'est Airbnb. Donc Airbnb, on connaît le Airbnb d'aujourd'hui, donc qui est la grosse plateforme de marché où entre utilisateurs, on peut échanger, donc on peut louer un logement ou mettre à la location un logement. Après, il y a la partie expérience, etc., qui s'est rajoutée. Et aujourd'hui, c'est une, c'est une très très grosse boîte, hein, faut pas se le mentir. Mais au début, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du début d'Airbnb, mais tout simplement, à la base, c'est deux colocs américains. Il y avait une grosse conférence dans leur ville et en fait, ils se sont rendus compte que tous les hôtels étaient bookés, étaient complets. Et ils se sont dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire là parce que on a des personnes qui souhaitent vraiment assister à cette conférence, qui sont prêtes à payer en fait pour avoir un logement quelconque et assister à la conférence. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert en fait leur appart et des apparts de potes. Ils ont mis des matelas dans le salon et ils ont pris des photos et ils les ont mis en ligne sur, je crois que c'était Craigslist, qui est un site d'annonce en fait aux États-Unis pour un peu tout et n'importe quoi. Et plein de gens on dit ok, c'est génial, vas-y, moi je veux trop assister à cette conférence, je paye 20, 30, 40 dollars et j'y vais quoi. Et tant pis, même si la partie n'est pas ouf, c'est pas grave. Et je trouve ça hyper cool de se dire, ils ont vraiment détecté une opportunité, ils l'ont saisie, ils ont testé avec cette conférence. En fait, ils se sont dit, vas-y, ça ne nous coûte pas grand-chose, on prend 3 photos, on met un matelas et on voit si ça marche. Et à partir de là, c'est devenu le Airbnb qu'on connaît aujourd'hui avec un produit qui a été vraiment développé, des nouvelles fonctionnalités qui se sont rajoutées au fur et à mesure et l'évolution d'Airbnb jusqu'à aujourd'hui. Un point qui est important aussi, c'est de te dire, je pense utilisateur. Donc, souvent, faut savoir au wagon, par exemple, qu'on a une partie produit, en fait, où les étudiants vont coder pendant 3 semaines, en fait, 2 projets sur lesquels ils vont bosser, dont un projet qu'ils auront pitché aux étudiants pendant la formation. Et souvent, c'est une question que je pose quand les personnes sont intéressées par la formation, c'est est-ce que vous avez déjà une idée de projet? Est-ce que vous avez envie d'aller un peu plus loin? Et alors souvent, j'ai deux cas. J'ai la personne qui veut pas du tout parler de son projet. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, sans en parler, ça veut dire qu'on n'a pas du tout sondé le marché et qu'on n'a pas du tout allé voir si des utilisateurs seraient intéressés. Et dans l'autre cas, donc j'ai la personne qui a vraiment fait une étude de marché, qui a vraiment regardé s'il y avait vraiment un besoin. Et du coup, ça c'est important parce que à nos yeux, on peut avoir le meilleur produit du monde avec la meilleure technologie, le meilleur prix. Mais si vraiment il n'y a pas de marché, si l'utilisateur ne se retrouve pas dans votre produit, honnêtement, il viendra jamais. Enfin, il viendra peut-être une fois, mais en tout cas, il ne reviendra pas. Donc ça, c'est hyper important. Et tout ça, comment on s'assure qu'on ait un produit. Une fois qu'on a vu qu'il y avait un intérêt,
on a vu qu'il y avait un besoin, qu'on a détecté une opportunité, comment on s'assure que le produit qu'on va développer dans un second temps, il réponde vraiment à un besoin. Et ben, tout ça, c'est possible grâce à l'UX et à l'UI design. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est l'UX? Qu'est-ce que c'est l'UI? Donc, l'UX, ça veut dire, en fait, expérience utilisateur. Donc, en anglais, c'est user experience. Donc, le principe, c'est qu'on va analyser l'expérience de l'utilisateur quand cette personne va utiliser un produit web. Cette expérience, elle peut être bonne ou mauvaise, mais en tout cas, on va en tirer des conclusions à chaque fois. Et pourquoi on rajoute design derrière dans le web? Tout simplement parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la conception de cet utilisateur, de cette expérience utilisateur, pardon. Et ça, c'est hyper important ce mot conception, c'est-à-dire qu'on va faire de la recherche, on va analyser les besoins, on va faire un prototype et on va vraiment réfléchir à cette expérience. Et il y a 7 grands piliers sur lesquels on peut jouer en fait en tant que personne qui lance un produit, sur lesquels on va pouvoir trouver en fait un petit peu des influences positives sur ces 7 piliers par rapport à l'expérience utilisateur. Donc il faut que cette expérience elle soit utile, elle soit utilisable, elle soit trouvable, crédible, accessible, désirable et de valeur. Donc ça peut paraître un peu beaucoup comme ça, mais en fait c'est assez simple et surtout ce sont des piliers qu'on va pouvoir un peu relier ensemble. Donc pour prendre quelques exemples très simplement, si on prend l'exemple utilisable. Donc aujourd'hui, on l'a dit, tous les utilisateurs s'attendent en fait à ce que les sites internet ou les applications mobiles respectent certains standards. Donc en prenant un exemple très concret, quand on va sur un site e-commerce ou sur un site marchand, souvent, quand on ajoute un article dans notre panier, le panier se situe en haut à droite en fait sur le site. Ça peut paraître bête, mais si on le met en haut à gauche, je pense que vous allez perdre beaucoup d'utilisateurs. Pareil, le logo, qui est souvent situé en haut à gauche du site internet, il est souvent cliquable et quand on clique dessus, on revient sur la page d'accueil. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est tout bête, c'est juste un lien, c'est vraiment pas complexe à mettre en place en termes de développement, mais on a tous l'habitude aujourd'hui de revenir en arrière quand on veut revenir sur la page d'accueil, c'est de cliquer sur le logo en haut à gauche de la page web. Voilà des petits exemples à mettre en place qui sont vraiment très simples. Accessible, c'est aussi un point qui est important. J'avais vu une stat comme quoi il y a 20% des Français qui, dans l'année, en fait, ont renoncé un peu à effectuer une démarche en ligne parce qu'ils ont trouvé l'expérience utilisateur vraiment nulle. Et du coup, ils se sont dit, non, c'est bon, j'arrête, je le fais pas. C'est quand même hyper dommage, je trouve. 20%, ça commence à faire du monde, quoi. Sur 60, je sais plus combien on est en France, mais imagine 64 millions, quelque chose comme ça. Ça commence à faire du monde. Donc l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité aux personnes qui ont des handicaps, qui sont malentendants, qui sont daltoniens et qui ne voient pas forcément bien les couleurs, et du coup d'avoir un site avec des couleurs complémentaires qui vont permettre une meilleure lisibilité. C'est des personnes qui utilisent aussi, que ça soit un ordinateur, un navigateur, un mobile qui est obsolète, mais du coup, il a toujours le droit d'aller sur Internet et d'utiliser, d'aller voir votre site. Donc, c'est d'avoir un site qui s'adapte aussi par rapport à ça. Donc, voilà 2-3 petits exemples qui vous permettent de mettre ça en place. Et vraiment, c'est 7 piliers, c'est 7 foyers en fait, d'innovation pour aller améliorer votre expérience utilisateur. On n'a toujours pas de questions? Si, il y a François Meunier qui demande si le PowerPoint va être disponible après le cours. On pourra vous envoyer. Après, il faudra que je vois avec l'équipe pour avoir la liste des personnes. Mais oui, effectivement, je pourrais vous le communiquer. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Du coup, on a beaucoup parlé du X.
mais l'UI design, comment on le rentre un peu là-dedans? Est-ce que l'UX, c'est égal à l'UI? Est-ce que l'UI est dans l'UX, etc. Souvent, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Bah, en fait, j'aime beaucoup cette image qui représente super bien l'UX et l'UI. Donc, l'UX, ça représente 90% du travail. Donc, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. On a une stratégie, on a des besoins utilisateurs, j'ai fait des recherches, j'ai commencé un peu à architecturer mon projet, à designer ce projet. J'ai fait un prototype. 90% vraiment de ma démarche. Et l'UI arrive, donc l'UI c'est interface utilisateur, ça arrive vraiment à la fin. C'est intégré dans l'UX design et ça va permettre en fait d'harmoniser l'ensemble des réflexions qu'on a menées auparavant, tout simplement. Et en fait, c'est que le sommet visible de l'iceberg. Donc c'est ce qui va être la mise en page, les couleurs, les visuels que vous allez mettre en place. C'est toute la partie en fait graphique et visuelle du design d'applications web ou mobile. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, j'ai pris un exemple dans le quotidien qui n'est pas du tout lié au web. Donc moi, pendant mes études, parce que j'ai fait donc un programme à Cambridge aussi, où je suis partie 2 ans à l'étranger et 2 ans aux États-Unis. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi ils font ces panneaux à gauche sur donc c'est les panneaux en gros de signalisation pour dire si on a le droit ou pas de se garer à certains endroits. Et je me suis toujours dit c'est incompréhensible. Alors au final quand tu passes en voiture t'as pas le temps de lire parce que bah, il faut bien que tu continues et quand tu veux t'arrêter tu dois te sortir de ta voiture pour arriver à lire en fait tout ce qui est écrit. Et ça c'est tout bête, mais j'ai trouvé un petit visuel qui a été refait par un designer à droite. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même vachement plus compréhensible en termes d'expérience. On sait directement quand est-ce qu'on a le droit de se garer, donc avec les plages horaires et journalières, donc en vert, et quand est-ce qu'on n'a pas le droit de se garer quand c'est en rouge rayé, quoi. Donc ça, c'est un exemple concret dans le quotidien et ça permettrait d'améliorer, je pense, le quotidien de beaucoup de personnes quand on veut se garer aux États-Unis. Et un exemple dans le web, je vais juste regarder l'heure. Ouais, on a le temps. J'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas, que vous alliez tester ce site. Donc, que vous ouvrez en fait Google, tout simplement, et que vous allez tester User in your face. Donc, vous pouvez taper sur Google ce site et qu'on puisse tester ça ensemble et que vous puissiez écrire dans le chat un peu vos retours, genre en live comme ça, après l'avoir utilisé 1 minute. Je vais arrêter juste le partage d'écran pour voir ce que vous pouvez. Hop. Ce que vous pouvez écrire. Je vous ai envoyé le lien si jamais dans le chat. Je ne le vois pas apparaître dans le chat, je ne sais pas si c'est... Ah ouais, je l'ai mis pourtant. Oui, moi non plus. C'est vrai Ouais. Il y a le petit T'as mis à onglet tous les pour voir participants? à qui on l'envoie. Je pense Ouais, qu'on j'ai est mis à bien tous les participants. Ok. Non, je ne vois pas non plus. Ok, très bizarre. Je sais pas. Ok, il y a Louis qui me dit qu'il le voit. Ah donc peut-être que seulement les invités. Ah, peut-être, ouais. Du coup, il y a Roméo qui dit c'est mal optimisé l'expérience utilisateur du site. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que vous avez eu envie de jeter votre ordinateur par la fenêtre? Parce que c'est un peu moi ce que j'ai envie de faire à chaque fois que je vais sur ce site en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Et pourtant, on n'a pas cette impression quand on va dessus. Je sais pas vous, mais moi, vous, en termes d'UI, ça va. Parce que donc, du coup, les couleurs mises en place, enfin, voilà, les couleurs choisies, les boutons et tout, on a envie de cliquer. Ça nous donne envie d'aller plus loin. Mais par contre, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pourri, quoi. En fait, au bout de 2 secondes, on essaye de faire une action qui nous paraît cohérente et ça ne veut pas du tout faire ce qu'on veut faire, quoi. Et c'est là où on voit vraiment l'importance de l'expérience utilisateur. On pourrait avoir un site avec une super belle UI, donc un visuel vraiment de malade, des couleurs qui vont super bien ensemble, des images qui correspondent très bien. Mais si le site n'est pas pensé, si l'expérience utilisateur n'est pas pensée correctement, personne ne va utiliser votre site. Je sais pas, tu l'avais déjà testé, Hélène, le site, par exemple? Oui, moi j'ai déjà eu l'occasion. Oui, j'y passe pas beaucoup de temps en fait. J'y reste pas Je suis super d'accord. longtemps. Non, mais c'est un très bon exemple. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on est plutôt d'accord. Donc, vous avez vraiment compris, voilà, mon but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que X, c'est hyper important et lui, ça vient vraiment à la fin, quoi. Pour juste valider et harmoniser et rendre quelque chose de bien pensé en plus joli. Je vais repartir sur la 13. Hop, là. Ensuite, maintenant qu'on a vu cette importance et un peu une définition de l'UX et de l'UI design, quelles vont être en fait les grandes étapes de conception et comment vous allez passer de l'idée à un prototype finalisé. La première étape pour moi, c'est de déterminer vraiment qui est votre utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle un persona. Donc un persona, c'est un personnage fictif qui va représenter votre cible d'utilisateur. Et pour ça, on va avoir besoin en fait d'informations assez classiques. Donc c'est des informations basiques comme le prénom, l'âge, la nationalité, la localisation de la personne, sa situation professionnelle, le statut et potentiellement son revenu aussi. Mais il y a pas mal d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. On va vouloir connaître aussi les objectifs de l'utilisateur. Quels vont être ses objectifs quand il va utiliser le produit web. Et on va vouloir aussi aller regarder son comportement. Et ce qui est intéressant dans la partie comportement, c'est la partie avant l'utilisation de notre produit, pendant l'utilisation et après l'utilisation du produit. C'est vraiment d'avoir une vision un peu globale d'expérience utilisateur. Et du coup, on va prendre vu qu'on a déjà un peu parlé d'Airbnb, on va continuer sur Airbnb. Et je vous propose de vous présenter Emmanuelle, qui a 32 ans, qui est photographe à Paris. Elle a envie de partir en week-end avec son mari, donc un week-end un peu prolongé, mais elle n'est pas du tout en droit touristique. En fait, ce qu'elle veut, c'est partir dans un endroit authentique. Elle veut partager, échanger avec des locaux. Donc, elle veut pas forcément un appart pour elle-même, mais elle veut pouvoir louer une chambre chez des locaux. Et elle veut surtout éviter en fait les faux Airbnb gérés par des pros. Et donc, son comportement, c'est que elle aime bien tout prévoir. Emmanuelle, c'est un peu une contrôle fric. Et du coup, elle va préparer ses voyages 3 mois à l'avance. Et elle va déjà savoir un peu ce qu'elle va faire. Elle aura un programme détaillé de sa journée, quoi, et de son logement. En revanche, elle s'intéresse pas trop au prix. Et quand elle va sur un site un peu comme Airbnb, ce qu'elle va vouloir surtout regarder, c'est où se situe l'appartement en fait sur la carte et de voir si c'est dans un quartier touristique authentique et de pouvoir se situer comme ça. Ça, c'est des données où là, je les ai un peu inventées, mais en fait, en vrai, on les invente pas. On fait des entretiens utilisateurs, on fait des focus group, on va rencontrer des utilisateurs cibles, on les invite à un événement, on leur pose des questions et on les fait parler, quoi. Et en fait, il n'y a que comme ça que vous allez arriver à savoir qui est votre utilisateur cible. Et si vous répondez à un besoin, c'est en faisant parler des personnes. Donc, c'est en les appelant, en passant une demi-heure au téléphone avec eux,
en échangeant avec eux, en essayant de créer une relation de confiance qui vont se livrer en fait à vous et qui vont vous parler de leurs projets, de leur vie, de leurs objectifs, des frustrations qu'ils ont actuellement et du coup comment vous allez pouvoir les aider à résoudre ces frustrations. Là, ce qui est intéressant aussi dans les comportements, c'est de se dire qu'est-ce que je peux en déduire en fait de ça. Je peux en déduire que sur la page d'accueil d'Airbnb, j'ai pas besoin de filtrer directement par le prix. C'est pas très important pour mon utilisateur. C'est quelque chose que je peux avoir dans un second temps, pas forcément sur la page d'accueil. Je vais mettre sur la page d'accueil en fait en avant les endroits un peu authentiques et pas forcément les lieux très touristiques. Donc je vais donner envie avec des photos qui sont un peu plus dans la nature, genre cabane dans les bois, voilà une maison au bord de la plage, des lieux un peu paradisiaques et qui donnent envie. Et quand la personne va rentrer dans le site, vous avez vu que sur Airbnb, vous avez la possibilité ou non d'utiliser la carte. Donc, soit vous avez tous les logements qui s'affichent, soit vous avez les logements et une carte aussi à droite et avec les petites pins des logements sur une carte. Mais ça aussi, c'est une option qu'on pourrait mettre, soit pour tout le monde, la carte est affichée, soit je laisse la possibilité de l'enlever ou de la mettre. Ça, c'est des choses, c'est des éléments qu'ils ont identifiés et du coup qu'ils ont mis en place après sur le site. La deuxième étape, une fois qu'on a identifié cet utilisateur, c'est de dire, OK, maintenant je sais ce qu'il veut, mais du coup, quel va être son parcours sur la plateforme? Comment je vais lui simplifier son parcours sur la plateforme? Vous vous souvenez là des deux images au début, on va dire l'intersection où j'ai 45 routes possibles et la ligne droite où je sais où je dois aller. Ben là, on va vouloir recréer cette ligne droite. On va vouloir guider notre utilisateur dans son parcours. Si on prend Airbnb, le parcours, il est très simple. En fait, en 5 étapes, vous avez atteint votre objectif qui était de réserver un logement. Sur ça, on utilise un outil qui s'appelle Whimsical et qui vous permet de créer des user flows. Donc, le user flow, c'est juste un diagramme de parcours utilisateur. C'est hyper simple. Je vais vous montrer rapidement sur Internet. C'est gratuit. Donc, vraiment, si vous avez... moi, je l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Quand j'ai besoin de réfléchir, je ne sais pas trop par où commencer sur un projet. J'ai plein d'idées, je veux réduire, en fait, un peu comme du brainstorming. C'est hyper sympa aussi. Et il faut utiliser la version donc flowchart. Alors, je pense qu'il va juste que... Et du coup, en fait, voilà, vous sélectionnez un flowchart. C'est une version premium, donc vous avez le droit jusqu'à 4 ou 5 tableaux en fait gratuitement. Honnêtement, c'est largement suffisant. Les tableaux, après, vous pouvez zoomer en fait et dézoomer à l'infini. Donc, vous pouvez vous en resservir sans aucun souci, quoi. Et là, le principe qu'on va avoir sur cette plateforme, c'est de mettre en page un peu les différents écrans sur la plateforme. Donc tout simplement, en fait, un carré vert correspond à un écran de la plateforme et la flèche entre les deux correspond à l'action. Qu'est-ce que ça va me permettre, en fait, cette étape-là? Ça va me permettre d'identifier les étapes clés de mon parcours utilisateur, les étapes aussi qui peuvent poser des soucis. Et du coup, je vais devoir vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, un remplissage de formulaire, c'est une étape qui n'a pas forcément de la valeur ajoutée pour l'utilisateur et c'est une étape qui est très ennuyante pour lui en fait. Parce que c'est hyper, c'est hyper embêtant de remplir des champs quoi. Donc en plus c'est toujours les mêmes. Prénom, nom, adresse email, mot de passe ou prénom, nom, nombre de personnes, etc. Et du coup là vous allez pouvoir simplifier au maximum l'expérience utilisateur dessus. Qu'est-ce que ça peut vous permettre aussi de faire cette étape-là? Ça peut vous permettre de mettre à plat un peu toutes vos fonctionnalités auxquelles vous avez pensé et après de réorganiser en fait ces fonctionnalités et de dire avec un thème de couleur par exemple, de dire ben voilà la version 1 de mon application, après en vert, après je vais mettre là par exemple on pourrait ajouter le système une fois que j'ai payé et que j'ai eu mon logement, c'est je peux rajouter un avis sur ce logement, je peux donner un avis. Puis
Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait eu dans le premier développement, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir dans le deuxième développement. Du coup, j'aurais pu rajouter un carré avec une action et dire et mettre ça en jaune et dire ben voilà, le vert c'est mon premier développement et le jaune c'est mon deuxième développement. Ça vous permet aussi comme ça de prioriser les phases de développement de votre produit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on passe à la dernière étape? Non, il n'y a pas de question dans le chat. Non? Ok. Et du coup, la dernière étape, une fois qu'on a fait ça, c'est de dire ok, j'ai validé mon parcours utilisateur, bah maintenant je vais le designer. Et donc je passe par l'étape création. Donc là, il y a beaucoup de mots un peu nouveaux, mais UIKit, wireframe, prototype. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais en gros, création d'une maquette graphique d'une application web. La première, donc là, il existe plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Au Wagon, on utilise Figma, qui est un outil gratuit de collaboration où vous pouvez collaborer à plusieurs sur la création en fait de design d'application. Et vous avez dû entendre parler, je pense, d'Adobe XD, qui est aussi un outil gratuit et qui permet de faire ça. Et vous avez aussi Sketch, qui est pas mal, mais qui est payant et qui est que sur Mac, si je me trompe pas aussi. Du coup, nous, on priorise Figma, qui vous permet quand même de faire énormément de choses et qui est assez développé en termes de fonctionnalité. Et dessus, en fait, le rôle, ça va être de créer la maquette graphique de votre idée. Donc, de passer en fait de l'idée au prototype. La première étape, c'est la création en fait d'un UIKit. Donc, un UIKit, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments graphiques qu'on va retrouver dans notre dessin après derrière, dans notre prototype, mais ce sont des éléments qui sont réutilisables. C'est en fait comme une librairie de composants qu'on va styliser une fois et ensuite qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois dans le prototype. Ce qui est hyper intéressant quand on passe par cette étape-là, c'est que si je décide finalement que mon bouton, il n'est pas... on va peut-être changer de... Ouais, il n'est pas gris en termes de... Enfin, que le fond de mon bouton n'est pas gris, mais il est rose, comme la couleur d'Airbnb. Si je change dans mon UIKit la couleur en rose, ça va modifier tout mon design derrière. Et ça, c'est un gain de temps. En fait, énorme, une fois que vous avez commencé à avoir un design avec pas mal de pages, pas mal de choses à relier, c'est vraiment un gain de temps. Au début, on se dit pourquoi je passe par ça, ça me prend 100 ans à faire. Et en fait, si vous bossez pour une agence de développement, une agence de com ou quoi, et que vous avez des clients, et ben, ils vont obligatoirement changer d'avis. Et du coup, le fait d'avoir prévu en fait ça en passant par le UIKit, ça vous évite des heures et des heures de travail après derrière, une fois qu'on vous aura dit finalement, toute mon identité graphique, c'est plus vert et bleu, c'est jaune et orange, en gros. Et ben, vous allez être trop content d'être passé par cette étape-là. Ensuite, une fois que j'ai créé mon UIKit, c'est de mettre en page les écrans. Et là, c'est ce qu'on appelle du wireframe. Donc, un wireframe, c'est des écrans d'application en noir et blanc. Donc, ça, c'est hyper important. On reste en noir et blanc, où je vais disposer en fait la structure et le contenu de mon application. Donc, je reste dans une vision encore assez macro, mais je sais un peu de quoi est composé mon écran. Par exemple, à gauche, je sais que c'est la page d'accueil d'Airbnb, que j'ai un formulaire, que j'ai un bouton recherché, que j'ai une barre de navigation en haut avec des informations. Et ensuite, quand j'arrive sur la page de résultats, je vois que j'ai des cartes avec voilà, le pharo spacieux T3. Bon, là, j'ai le même texte, mais j'aurais pu changer le texte. À droite, j'ai un grand carré, enfin, j'ai un grand rectangle plutôt gris. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais c'est une carte, en fait. Et après, j'ai un petit champ, une barre de recherche en haut avec Marseille Logement, etc. Donc, j'ai les grands éléments de ma page qui sont déjà intégrés. Là, il y a une étape qui est importante, si vous pouvez le faire, c'est de dire, OK, j'ai mon wireframe, je vais relier les pages entre elles. C'est-à-dire, je vais imiter en fait le parcours utilisateur. Quand mon utilisateur il va aller sur la page d'accueil et qu'il va cliquer sur rechercher, il arrivera sur ma page de résultats. Quand il clique sur une carte, donc par exemple Faro, Spacio T3, il arrive sur le détail de la page qui va avec.
Et là, vous allez vraiment imiter le parcours utilisateur. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un lien que vous allez pouvoir partager à des utilisateurs et vous allez pouvoir faire des sessions de test sur ce produit. Vous allez pouvoir leur faire tester en live le produit avant même qu'il soit développé. Donc avant même que ça vous ait coûté de l'argent, en fait. Et ça, c'est hyper précieux. Je vous montre juste la dernière étape et après, je vais vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler un prototype Figma et après, on répondra aux questions. La dernière étape, c'est d'ajouter de l'identité visuelle. Et là, j'ai mis la partie UI. C'est-à-dire, j'ai mis une photo de couverture, j'ai mis des boutons avec des couleurs, j'ai intégré des images, voilà, j'ai intégré mon identité visuelle. Et vous voyez, entre cette étape et cette étape, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de changements. Le contenu reste le même. C'est juste, j'ai rajouté de la couleur. Et c'est hyper important de faire tester les personnes à l'étape du prototype, où il n'y a pas encore d'identité visuelle, tout simplement parce qu'ils vont se concentrer sur le parcours sur la plateforme et non pas sur le design, le côté graphique. Si vous les faites, après, vous pouvez les faire tester, bien sûr, dans un second temps ici, mais si vous leur donnez ce prototype-là directement, ils vont se concentrer sur la couleur. Ils vont dire « Ah ouais, j'aime beaucoup l'image de fond. Le bouton, il est vraiment cool, j'adore la couleur, etc. » Et c'est pas ça qu'on veut avoir à ce moment donné. On veut pouvoir tester le parcours. On veut pouvoir vérifier que ce qu'on a en tête, ça correspond vraiment à l'utilisation en fait, d'une plateforme web. Je vais vous montrer en live un prototype. Il est où mon Figma? Là. Pour que ça soit un peu plus concret. Ah. Le temps que ça charge, n'hésitez pas à poser vos questions voilà, dans le chat. J'avais prévu voilà, 5 minutes, 10 minutes de questions-réponses à la fin, donc on va être dans les temps. Donc n'hésitez vraiment pas. J'essaie de voir si je retrouve le prototype Airbnb. Non, c'est pas. Du coup, on va faire avec Deliveroo. Donc voilà, par exemple, un prototype en fait de Deliveroo. Donc là, on a notre UI kit. Donc vous avez vu, il y a très peu d'éléments. Il y a en fait des titres, un lien, un bouton, un champ de formulaire. Et après, j'ai 2 cartes. Donc une carte restaurant et une carte plutôt item en fait. Donc menu. Et une petite icône et un petit avatar. Et en fait, tout simplement, ça, je les ai mis en tant que composant. Donc, j'ai déterminé que c'était un composant graphique que je vais pouvoir réutiliser. Et ça veut dire ici que dans mon prototype, j'ai pu faire glisser en fait les éléments et du coup créer en fait mon prototype comme ça et créer des liens entre les pages. Donc, si je vais en version play, donc en version live, et ça, c'est ce lien-là que vous allez pouvoir partager potentiellement avec des utilisateurs, vous allez pouvoir dire OK, j'arrive sur le site de la page d'accueil, je vois que j'ai plusieurs restaurants possibles. En fait, je vais vouloir rentrer mon code postal, pouvoir filtrer directement par l'adresse. Bah là, j'ai 350 restaurants. Je ne sais pas où est Galata, mais à Galata. Et je vais vouloir aller voir un peu plus de détails sur une carte d'un restaurant. Donc, on va aller au restaurant Helvetia. J'ai le détail de mon menu, je vais prendre du kefté et du riz, j'ajoute une portion et après je peux check out. Voilà en gros très simplement la structure d'un prototype et à quoi ça sert. Donc pourquoi on parle beaucoup du X et du design aujourd'hui et à quoi ça va vous servir d'utiliser un petit peu ces méthodologies de réflexion et de prototypage? Tout simplement d'accélérer vos projets et surtout les projets digitaux. Vous avez une idée, vous pouvez passer très simplement de l'idée au prototype et après, une fois que c'est validé,
du prototype au développement. Mais c'est important de passer par cette étape de design et non pas de dire ok, j'ai une idée, vas-y, je code des trucs quoi et on verra si ça marche. Alors oui, si vous êtes tout seul et que vous avez envie de vous amuser, moi je suis au Wagon, on est pour le développement web, pour le code et pour l'apprentissage du code, donc allez-y. Mais en termes de et c'est peut-être pas forcément la manière la plus efficace de faire, et en tout cas, des fois, de coder sans avoir une idée précise de ce à quoi ça doit ressembler, ça prend plus de temps que rapidement de designer quelque chose et de dire vas-y, je suis un petit peu le design et je vais voir ce que ça va donner par la suite. Ça réduit aussi les coûts de conception, tout simplement parce que on est passé par une étape intermédiaire qui nous a permis de valider le parcours utilisateur, qui nous a permis de valider l'intérêt du marché, et du coup, on est presque certain que le produit qu'on développe dans un deuxième temps, il correspond aux besoins. Et du coup, on ne va pas avoir à faire énormément de changements dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour les sociétés. Et ça répond aux attentes des utilisateurs finaux, puisqu'il a été présent dans chaque étape de conception. On a pensé à lui quand on a eu l'idée, on a vérifié l'intérêt du marché, on a eu l'idée, on a créé notre persona en ayant des entretiens utilisateurs, en échangeant avec eux. On a validé le parcours utilisateur et ensuite on a fait tester le prototype. Donc il a été vraiment là et on a co-créé ce produit ensemble. Et du coup, après, nos conseils et aussi pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Donc il y a énormément de ressources qui sont dispo en ligne. Mais sinon, moi, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du Wagon. On envoie pas mal de contenu en fait sur des ressources pour aller plus loin, sur des sujets en fait qui peuvent vous intéresser. Donc ça peut être lié au code, ça peut être lié à l'entrepreneuriat, ça peut être lié aux produits. Donc n'hésitez pas. On va organiser aussi, on va réorganiser très bientôt des événements en présentiel, une fois qu'on le pourra. Sinon, on en a déroulé pas mal à distance. Et c'est vrai que là, c'était plus une intro en 1 heure. Mais du coup, si vous avez envie de savoir comment utiliser Figma, vraiment d'aller un peu plus loin dans le processus de conception, on a des ateliers qui sont vraiment spécialisés dans ça, où on vous codez, pas vous codez, vous designez en 1 journée ou en 2 heures un prototype d'application donnée. Et après, si vous voulez aller plus loin, que ce soit dans le code, dans la data, dans l'UX UI, n'hésitez pas à aller regarder le site et même à échanger avec moi par mail ou quoi, je suis toujours dispo. Je vous mets mes coordonnées. Si jamais vous avez des points ou quoi, on est toujours dispo l'équipe pour pouvoir parler de vos projets et échanger avec vous à ce sujet. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y en a eu entre-temps, Hélène. Oui, vous avez appris une des question. sujets. J'ai Vas-y. une question de Mathilde qui demande si pour utiliser Figma, il faut savoir coder. Pas du tout. C'est le principe de Figma, c'est-à-dire que c'est un logiciel. Donc, un prototype, c'est vraiment une version non codée d'une maquette graphique. Donc, c'est vraiment qu'une maquette, c'est que du dessin. Donc pour utiliser Figma, ça va être la même chose. C'est une création, en fait, je prends un rectangle, je dessine mon rectangle. Ensuite, je prends un bouton, c'est plutôt un rectangle avec ce qu'on appelle en fait des bords arrondis. Je mets du texte par-dessus. Ça va ressembler énormément en fait à du design graphique sur du Photoshop ou Adobe XD ou ce genre de truc. Donc pas du tout de notion de code à avoir. Parfait, merci. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de personnes qui viennent faire la formation du Wagon pour avoir plutôt des postes orientés product owner, product manager, chef de projet, UX design. Mais du coup, il leur manque cette compétence technique de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière sur la plateforme. C'est-à-dire, OK, j'ai designé quelque chose, donc j'ai les compétences pour pouvoir créer une maquette graphique. Mais si tu crées une maquette graphique qui ne correspond pas du tout en fait à quelque chose qui va pouvoir être codé derrière, ça n'a pas vraiment ça n'a pas lieu d'être en fait. Parce que c'est-à-dire que tu as perdu ton temps, toi, à designer quelque chose. Et du coup, de comprendre en fait comment ça marche derrière, d'avoir les compétences techniques pour pouvoir communiquer avec des développeurs et comprendre un peu leur quotidien et leur faciliter un peu la vie sur certaines choses en termes de design, c'est hyper cool aussi. En parallèle, en fait, du Wagon, les cofondateurs du Wagon Marseille ont cofondé une agence digitale
Et donc, moi, j'ai été chef de projet pour eux pendant, enfin, je le suis toujours, d'ailleurs, en même temps, en parallèle que le wagon, mais pendant un certain temps. Et c'est vrai que mon rôle, c'était de prendre vraiment le besoin utilisateur, donc de chiffrer les projets en termes de développement web, etc., mais de passer par cette étape en fait de design et de maquettage. Et souvent, j'avais pas mal d'échanges avec les développeurs avec qui je bossais. Ils me disaient, mais tu peux pas me faciliter un peu la vie parce que là, c'est un peu complexe ce que tu m'as designé. Et c'est vrai qu'en fait, en termes de design, le client, ça allait pas changer vraiment quelque chose pour lui si jamais j'enlevais, si je facilitais par exemple le remplissage d'un formulaire ou pour l'utilisateur final, il n'allait pas vraiment voir la différence. Mais par contre, en termes de développement derrière, la première idée que j'avais, ça prenait peut-être 3 jours à faire, et la deuxième idée qu'on a co-créée ensemble, ça prenait peut-être 1 jour. Et tout ça, je l'ai su en pouvant communiquer avec eux, en ayant les compétences techniques puisque j'ai fait le wagon, et du coup, en faisant pas ces petites erreurs, en fait, ces petites erreurs qu'on pourrait faire de manière enfin, très humaine où en fait on a envie de faire le truc le plus beau du monde, mais parfois on peut avoir quelque chose de très bien aussi et qui soit plus simple pour les développeurs et pour les utilisateurs. Top. Merci du coup pour l'intervention. N'hésitez vraiment pas à poser des petites questions si vous en avez encore une ou deux dernières. Ouais, pas de souci. Ouais, j'ai vu qu'il y a une question de Roméo dans le chat. Oui. Si l'on veut créer un site, des pages de vente, nous ne sommes pas forcément obligés de savoir coder. Alors oui et non. En fait, pour designer quelque chose, donc pour créer les maquettes avant de passer en développement, non, tu n'es pas obligé de savoir coder. Ça peut aider, comme j'ai dit, pour savoir si ce que tu designs, c'est faisable en fait techniquement derrière. Mais après, tu as énormément en fait aujourd'hui d'outils sur étagère qui te permettent de créer ton site très rapidement. Donc un Wix, un WordPress, un Squarespace, etc. Mais souvent, tu as beaucoup de personnes qui sont frustrées par tes sites au bout d'un certain temps et au bout d'une certaine utilisation parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Et si tu n'as pas les compétences techniques pour aller un petit peu dans le code et pour pouvoir modifier des choses ou pour pouvoir créer de zéro, bah, tu vas être énormément frustré de te dire mais moi j'aimerais faire ci comme ça, j'aimerais changer ce texte en une autre couleur, et ça c'est faisable que quand tu as les compétences techniques qui vont avec.